Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'Evelyne et Gabrielle font un podcast. Je me présente, Gabrielle Caron, en compagnie de mon amie et co-animatrice Evelyne Ferron. Bonjour! Aujourd'hui, on a un sujet dont j'ai très hâte d'entendre parler parce que Evelyne, c'est toi qui me l'as proposé. En fait, moi, c'est un sujet auquel j'avais même jamais pensé. J'essaie de me rappeler dans quel contexte on s'est dit qu'on allait parler de ça. Je pense que c'est quand on a parlé peut-être un peu d'œuvres d'art, guerre mondiale ou quelque chose comme ça. Non, les empreintes digitales, c'est ça! Quand est-ce qu'on a parlé d'empreintes digitales? Quand on a parlé de Jack l'Éventreur et qu'on parlait du fait qu'on avait les premières scènes de crime avec les photographies, pas dans le balado, mais toi et moi, on a discuté du fait que les empreintes digitales, ça arrive justement un peu plus tard, pour que ça a été utilisé, entre autres, dans le vol de la Joconde! Qui a été au cœur de plus de confirmation depuis, je dirais, 2005, où là, maintenant, bon, l'identité de la dame est connue, donc c'est déjà plus clair. On comprend mieux aussi dans quelles circonstances Léonard le peint. On a pu confirmer qu'il y avait eu en fait une œuvre préparatoire qui se trouve au musée du Prado. Fait que, tu sais, depuis quand même, je dirais une quinzaine d'années, celle qui est supposée être si mystérieuse l'est beaucoup moins. Mais c'est parce que ce qui est cool avec la Joconde, c'est toute cette histoire de la vie qu'elle a après Léonard. C'est vrai, c'est quasiment, elle a sa propre vie maintenant, là. C'est une entité à part entière. Voilà, elle a sa propre vie. Je pense que c'est dans ce contexte-là qu'on en avait parlé. C'est comme ça qu'on a abouti à la Joconde. Donc, aujourd'hui, on va parler de la Joconde et dans l'épisode sur le tourisme aussi, moi j'avais déjà mentionné que je l'ai vu. Je suis allée au musée du Louvre la voir. Ton chum qui s'était fâché. Oui. Après tout le monde qui apprenait en photo. Puis moi, je me souviens que, genre, je l'ai dit là, dans l'épisode sur le tourisme, mais qu'elle était très petite. Moi, je l'imaginais beaucoup plus grosse que ça. Et là, la Joconde, on a du stock à dire avec ça, là, parce que, bon, évidemment, il y a sa création, il y a sa vie dans les musées, il y a le vol, dont je n'étais même pas au courant. C'est toi qui m'as appris ça. Ah oui? Non, je ne savais pas du tout. Et même, bon, là, tous les mystères qui entourent le portrait, c'est qui, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son aura de mystère. Et aussi, ben, toute la fiction que ça l'a inspiré. Tu sais, on se souvient du Da Vinci Code, là, la Joconde est au milieu de tout ça. Non, mais tu sais, c'est comme un moteur, j'ai l'impression, de création qui attire énormément, un peu comme Jack l'Éventreur. Tu sais, c'est mystérieux, ouais, on sait pas d'où ça vient. C'est devenu des clickbait. Ces choses-là, c'est devenu des clickbait. Mais Joconde, Jack l'Éventreur, les Templiers, tu sais, je veux dire, t'es pas mal sûr que le monde va cliquer, tu sais, au minimum. Tu veux un peu de visibilité, voilà. Et voilà le secret. Fait que prochaine vidéo YouTube que je sors, j'ai juste à appeler ça la Joconde. Et voilà. Ça va être gagnant, tu sais. Ou mettons, la Joconde et les Templiers. Wouhou! Écoute, là, ça y est, elle rajoute des Vikings quelque part, puis tu viens de vendre ton produit. Facile de même, hein? Voulez-vous du marketing? On en a. Mais moi, la Joconde, en fait, là, tu sais, je pense que je suis un petit peu comme tout le monde. Je sais que c'est Léonard de Vinci qui l'a peinturé. Je le sais qu'il y a justement tout le mystère de qui est cette dame. Ça, ce n'est plus un mystère. On va y revenir. Mais tu sais, il y avait comme la théorie que c'était peut-être son autoportrait, tu sais, qui s'était déguisé travesti. Bon, évidemment, là, tu sais, je connais un peu tout ça. Je sais qu'elle est exposée au musée du Louvre, mais au-delà de ces grandes lignes, je t'avoue que j'en connais pas tant que ça sur la Joconde. Alors, est-ce qu'on peut repartir du début? À date de quand? Elle date de 1503-1506. Alors, plaçons-nous en pleine Renaissance. Léonard de Vinci, qui est né en 1452 dans la cinquantaine, quand il va peindre ce portrait. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que il l'amène avec lui en France. Alors, elle est légitimement française. Les Italiens qui se disent la Joconde, elle appartient à Florence. Kenani, ce n'est pas le cas, parce qu'elle a été légalement achetée par le roi de France, François Ier, à l'assistant de Léonard de Vinci lorsqu'il est décédé en France, en fait. Alors, il y a toute une histoire derrière aussi la question à qui appartient la Joconde. Elle appartient à la France, elle appartient au Louvre, elle est au bon endroit, en fait, dans ce contexte-là. Mais donc, on sait que Léonard a, à peu près 51 ans lorsqu'il va recevoir ce contrat pour peindre ce portrait.
Et ça c'est quand même assez nouveau. En fait, en 2005, il y a un chercheur qui se trouvait dans une bibliothèque d'Heidelberg en Allemagne qui est tombé sur une copie annotée du 16e siècle de Cicéron, qui est un auteur romain, mais qui a appartenu à un ami de Léonard de Vinci, puis il a écrit à l'intérieur du livre à la main Léonard vient de recevoir la commande pour la femme d'un marchand de tissu, Lisa Gherardini, qui est l'épouse de Monsieur Giocondo. Et là, on venait de régler plein de problèmes. On savait que c'était vraiment Mona Lisa. On savait que pourquoi on dit la Joconde, c'est que le nom de famille, c'était vraiment Giocondo. Alors que pendant longtemps, on se posait la question, veux-tu bien me dire pourquoi on dit la Joconde? Légitimement, encore une fois, elle portait bien son nom. Avec une inscription comme ça à la main, griffonnée dans une copie de Cicéron trouvée dans une bibliothèque en Allemagne, est venue canner différents débats qui avaient existé pendant super longtemps sur l'identité. Donc, c'est simplement une femme de marchand. Oui, c'est une femme de marchand et cet homme-là, dans le fond, qui est on peut appeler un nouveau riche de Florence, tu sais, qui voulait un portrait de sa jeune épouse. On suspecte qu'elle a à peu près 24 ans à l'époque pour mettre dans la nouvelle maison qu'ils vont habiter. Tu sais, ils viennent de monter les échelons économiques, ça va bien leurs affaires. Ils vont demander à Léonard, qui est quand même populaire à l'époque à Florence, mais pas nécessairement juste en tant que peintre, parce que Léonard, en Italie, il a été ingénieur militaire et hydraulique, donc comment faire des fortifications, améliorer des canalisations sous César Borgia. Donc c'est quand même pas rien, tu sais, je veux dire, il se trouve dans un contexte très particulier. Les Borgia, on y reviendra. Ben oui, c'est ça, ce sera un autre sujet. Et après que César Borgia ait quitté, en fait, le cardinalat pour vraiment être un prince, le fameux prince de Machiavel, on est dans cette époque-là pour César Borgia. Et voilà, Léonard de Vinci faisait beaucoup de travaux d'ingénierie, en fait, à l'époque, parce qu'il a un défaut. Il est lent. Donc, les gens qui lui commandent des tableaux, que ce soit dans des églises ou ailleurs, pensez à la dernière scène et tout ça, ça revient tout le temps dans les archives. C'est un génie, ce qu'il fait est exceptionnel pour l'époque. Les gens considèrent qu'il est difficile à battre, mais malheureusement, il est tellement lent avant de rendre quelque chose que ça vaut pas la peine de l'embaucher. Il y a des gens qui vont parler de paresse, mais c'est que Léonard veut tellement atteindre la perfection, il peaufine tellement. Là, c'est ça. Son perfectionnisme devient un défaut dans ce contexte-là. Puis ça, c'est un vrai défaut de perfectionnisme. C'est pas comme quand moi, je passe une entrevue puis je suis comme « Ah oui, mon défaut, c'est que je suis perfectionniste. » C'est de la vraie perfection. Lui, ça lui nuit à l'époque énormément et c'est le fait qu'il est son esprit tellement éveillé par plein de choses, touche à tout, tu sais, je veux dire qu'il se retrouve dans des situations où des fois, oui, il est en train de peindre un tableau, mais là, on lui offre de peut-être travailler justement sur un canal hydraulique, puis il est comme « Ah ouais, j'ai plein d'idées », puis bouf, il va bouger, il va aller faire ça, puis en même temps, il va commencer à s'intéresser à ce qui pourrait devenir l'ancêtre du flotteur, tu sais, c'est Léonard de Vinci. C'est comme un esprit un peu bordélique, mais génial. Donc, on sait qu'entre 1503 et 1506, il va commencer le portrait de Lisa Gherardini, qui est l'épouse donc de Monsieur Giocondo, donc d'où la Joconde. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il a fait un tableau préparatoire. Donc, il a fait une première esquisse, en fait, de ce tableau qu'il voulait faire, qui se trouve au musée du Prado. Et ça aussi, il y avait eu des analyses et tout ça qui avaient été faites. Est-ce que le tableau est vraiment de Léonard? Parce que souvent, on se pose la question. Présentement, c'est le gros débat avec le Salvador Mundi qui a été vendu, qui a battu des records d'enchères, qui se trouve au Louvre d'Aby, là, on est vraiment du côté de l'Arabie. C'est quand même assez difficile, mais les analyses ont été concluantes, donc c'est le dessin préparatoire du tableau que tu as vu au Louvre. Alors, il existe une première version, et Léonard, alors qu'il est au Vatican et que il traîne encore ses bottines, puis il fait pas ce qu'il a à faire, rencontre le prince de la Renaissance par excellence, qui est François Ier. François Ier qui est dans cette espèce d'époque où il est en compétition avec un certain Henri VIII d'Angleterre. Il est aussi un petit peu dans un conflit avec un certain Charles Quint. Donc, c'est des gros personnages de l'époque. Charles Quint, là, moi, je veux juste faire une parenthèse. Tu sais, Charles Quint, je sais que je te l'ai déjà dit, là, puis je sais que c'est pour ça que tu ris. Charles Quint, j'avais toujours juste lu son nom. Tu sais, j'avais jamais entendu quelqu'un le prononcer. Fait que la première fois que t'as dit Charles Quint, moi, j'étais comme, mais c'est pas Charles Quinn. Moi, je l'ai toujours appelé Charles Quinn. T'as à Trois-Bières que t'avais dit ça. Salut les gars de Trois-Bières! Mais oui, parce que, tu sais, quand tu le lis tout le temps, tu le prononces comme tu penses. En tout cas, bref, c'est toi qui m'as appris que Charles Quint, c'était Charles Quint, non pas Charles Quinn. Bref, parenthèse.
Donc, François Ier est le prince de la Renaissance. Avec Henri VIII, avec Charles Quint, il y a comme de la compétition. Et il y a surtout la question de toujours se dire, ben, je veux pas que tu déclenches une guerre, ça coûte cher, une guerre. Et pour m'assurer que tu ne le fasses pas, donc avant Louis XIV, on a cette idée de faire une espèce de propagande pour les... Parce que c'est l'époque où on a un nouveau métier qui est le diplomate à la cour. Alors, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de la cour d'Espagne qui va habiter en France, qui va justement faire la liaison entre l'Espagne et François Ier. Tu vas avoir aussi un diplomate britannique qui va être là, tu sais, et vice-versa. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils disent, ben, il est riche en crise, excusez-moi, mais c'est ça. Si je peux parler à la bonne québécoise, il est vraiment riche. Et ça passe par la parole. Donc, François Ier est celui qui a quitté le Louvre, d'ailleurs, qui était le palais royal à l'époque, pour avoir d'autres châteaux qui vont devenir des châteaux principaux comme Fontainebleau, qui est comme la merveille des châteaux de la Renaissance, d'ailleurs. Et l'objectif, c'est que quand les diplomates arrivent, ben, ils écrivent justement en disant « Hey, il est riche, hein? » Parce qu'ils voient les tableaux partout, les œuvres d'art. Donc, François Ier a était un mécène d'artistes très important. En échange, il hébergeait ces gens-là dans ses châteaux, il leur donnait des très, très bonnes conditions de vie, mais ces gens-là produisaient pour François Ier, ce qui a donné Fontainebleau, je veux dire, c'est à se jeter par terre, là, je veux dire, quand on regarde juste l'escalier privé du roi pour qu'il monte à sa chambre, tu regardes même les sculptures en relief pour encadrer les tableaux, de comme, ben voyons donc, ça n'a juste pas de bon sens. C'est comme ça qu'il rencontre Léonard et il dit, écoute, viens en France, moi je vais te loger dans un super beau château, le château d'Amboise, et il a eu cette citation très célèbre, ici Léonard, tu seras libre de penser et de créer en voulant dire, j'ai pas de délai, moi, pour toi, tu sais, je te presserai pas, sois le génie que tu dois être. Et là, il faut imaginer ce Léonard de Vinci qui va traverser les Alpes à dos de mulet alors qu'il est déjà vieux, tu sais, avec sa Joconde roulée dans ses bagages, avec son assistant, et qui déménage en France, où il termine ses jours. En fait, Léonard, il ne termine pas vraiment à 100% sa Joconde. Ben oui, mais le pauvre marchand qui attendait son portrait! Il l'a jamais eu. C'est François Ier qui l'a eu. Où Léonard pratique son sfumato, cette espèce d'effet de fumée où on voit... Aujourd'hui, c'est que le tableau, même s'il a été nettoyé, il faut vraiment le regarder, bon, avec les technologies d'aujourd'hui pour voir le voilage que là sur la tête, parce que là, un léger voile transparent, il est très dur à voir quand tu le regardes aujourd'hui, parce que c'est sûr que l'effet du temps, il est pour quelque chose. Mais c'est comme ça que, dans le fond, quand Léonard de Vinci décède, il y a cette légende qui est probablement pas vraie, mais il en existe même un tableau où il serait mort dans les bras de François Ier. Là, c'est vraiment pour montrer à quel point il lui a tout donné à la fin. Mais quand Léonard décède à l'âge de 65 ans, c'est son assistant qui hérite des œuvres restantes et tout ça. Et François Ier lui fait une offre et lui achète la Joconde. Et c'est ce qui explique que la Joconde a toujours fait partie des collections royales françaises. Et quand Napoléon va finaliser, et un peu avant, on peut parler aussi des révolutionnaires, mais quand on décide que le Louvre sera le musée du peuple, qui va devenir un peu le musée Napoléon pendant un certain temps, là, c'est dans ce contexte-là vraiment qu'elle va atterrir là. À quel point c'est un parcours incroyable, là, le portrait d'une femme de marchand se retrouve... Que le marchand n'a jamais eu! Oui, c'est ça aussi, mais se retrouve entre les mains du roi de France, là, c'est incroyable, je veux dire, c'est comme si, je sais pas, là, Oprah Winfrey avait mon portrait chez eux, là, tu sais, ça n'a pas rapport. C'est pour toi, c'est le dessin bien particulier de la Joconde qui va toujours fasciner parce qu'elle a effectivement ce sourire un peu en coin, bien particulier, et il y a plein de petits détails sur l'œuvre, Léonard qui s'amuse encore avec la perspective, on est à l'époque de la Renaissance où ces peintres-là, Raphaël et compagnie, veulent montrer que, regarde, la salle 3D, là. Raphaël qui aura le champion au début de te dire « Oh oui, tu m'as demandé de peindre le mariage de la Vierge, là, mais regarde la rotonde que je t'ai peinte en arrière! » Finalement, le mariage de la Vierge sert de prétexte à montrer que Raphaël est badass. On est à cette époque-là de la Renaissance en histoire de l'art. Le mariage de la Vierge de Raphaël, vous irez voir ça. Vous allez comprendre exactement ce que je suis en train de dire. Et Léonard, c'est un peu la même chose, c'est que derrière Mona Lisa, il y a ce décor, encore une fois, qui s'étire à l'arrière, ce petit voilage. Comment on arrive à faire du transparent sur des cheveux? Botticelli avait commencé à le faire quand même avec la Primavera, avec le printemps, mais c'est pas évident. Et c'est ça qu'il perfectionnait constamment et qui faisait qu'il était terriblement lent, mais qui va faire en sorte que la Joconde, avec tous ces petits détails-là et ce sourire, au fil du temps, on oublie officiellement qui elle est supposée être. Elle se retrouve dans un musée français et les gens vont juste se masser pour la voir et elle va être tellement populaire parce qu'elle va être volée, parce que si, parce que ça, au cinéma, que quand on n'était pas en pandémie, c'était une moyenne de 20 000 visiteurs par jour au Louvre. Juste pour elle.
Il y a du monde, des fois, qui rentrent, qui regardent, qui s'en vont, là. Ils vont dire, pourquoi je visiterais le Louvre? J'ai vu ce que j'avais à voir. C'est ça, tu sais, c'est un peu comme ceux qui rentrent au British Museum, ils ont la pierre de Rosette direct dans leur face. J'ai vu la pierre de Rosette, ciao, bye, je m'en vais. Il y en a qui font ça, là. Fait que, voilà. Mais c'est sûr qu'elle a une histoire qui est quand même aussi particulière de par le fait qu'elle a été volée et que dans l'histoire criminelle, c'est la première fois qu'on va commencer à utiliser les empreintes digitales pour voir si on peut pas retracer quelqu'un. Mais justement, venons-en au vol de la Joconde dont j'ignorais absolument l'existence, je veux dire l'existence du vol, évidemment, là. Quand est-ce que ça s'est passé? Moi, dans ma tête, le Louvre, là, c'est impossible de rentrer là, c'est tellement surveillé, c'est tellement tout barré, tu sais, des systèmes de sécurité et tout, ça a pas dû se passer en 2012. Là. Non, ça s'est passé en 1911, donc le 25 août 1911, et c'est sûr que quand tu es un vitrier qui met des vitres sur des œuvres d'art, tu es peut-être mieux placé pour pouvoir voler une œuvre d'art célèbre. Alors... c'est un peu ça le contexte. C'est le 21 août, hein, 1911, c'est pas le 25. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'à un moment donné, les autorités du musée, le matin, tu sais, ça s'est fait pendant la nuit. Puis là, le 21 août, au matin, les gens ouvrent le musée, puis on prépare le musée pour l'ouverture, ils font comme... Où est la Joconde? Elle n'est plus là, elle n'est plus dans sa boîte, elle est disparue. Ça te fait un scandale à l'époque, tu sais, on a volé la Joconde. Parce que déjà, à cette époque-là, elle est populaire. Ben oui! C'est la pièce de résistance du musée. C'est déjà quelque chose qui attire énormément le public. Léonard de Vinci est toujours resté populaire dans l'histoire des arts, tu sais, même dans l'histoire de la culture générale, je te dirais, tu sais, je veux dire, Léonard, c'est Léonard, et parce que tant de gens ont écrit sur le sourire énigmatique de la Joconde, tout le monde veut la voir. Fait que oui, elle est super populaire, mais c'est ça, on arrive le 21 au matin, en 1911, puis les gens qui ouvrent le musée sont comme, ben voyons donc, où est-ce qu'elle est? Y a-tu quelqu'un qui l'a remisé pour la nuit? On le savait pas, il s'est-tu passé quelque chose? Puis ils font leur enquête interne, puis ils sont comme, assez volatilisés, que c'est ça? Puis là, ils comprennent pas. D'ailleurs, ça fait la une des journaux, le directeur du Louvre à l'époque est obligé de démissionner parce qu'il n'a pas été capable de protéger l'œuvre, tu sais, comme phare du musée. Ça fait un gros scandale à l'époque dans les journaux, et c'est sûr que là, ils vont faire une enquête et ils vont essayer justement les empreintes digitales. Est-ce qu'on est capable de voir s'il y a des traces de main quelque part? Est-ce qu'on serait capable de garder les empreintes avec une petite poudre? C'est vraiment l'idée là, de mettre la petite poudre pour faire apparaître les empreintes et de peut-être les comparer à celles de quelqu'un qu'on pourrait suspecter. T'sais, c'est vraiment le début de ça. Ça a rendu, je te dirais, ce vol-là encore plus célèbre dans l'histoire criminelle parce que c'est la première fois qu'on va tenter quelque chose comme ça. Mais c'est sûr que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on se dit, mais qui aurait intérêt à voler la Joconde? Ben, c'est un artiste. C'est les artistes qui achètent des œuvres partout pour inspirer leurs œuvres. Puis à l'époque, celui qui fait ça, ben, c'est Pablo Picasso. Pablo Picasso, tu sais, qui achète des œuvres africaines, des statuettes pour, entre autres, les Damoiselles d'Avignon pour son style déstructuré. Il achetait plein de statuettes antiques à des aventuriers belges, des choses comme ça. On se dit, ben, ça doit être Picasso qui a commandé le vol de la Joconde parce que, pour l'instant, il veut s'en inspirer, puis après ça, il va sûrement la retourner. Mais on se rend compte qu'il n'y a aucune preuve possible contre Picasso. On va même emprisonner Guillaume Apollinaire, qui est un poète tellement important de l'époque, qui est mort pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'on pense que c'est lui, qui est un ami de Picasso, qui aurait fait ça juste pour faire suer, en fait, les autorités françaises. C'est pas lui non plus. Donc, c'est vraiment, vraiment compliqué. On va aller voir des receleurs d'art, des gens qui sont connus, tu sais, pour acheter de manière plus ou moins légale, tu sais, les œuvres, puis tout ça. Et finalement, ben, elle va être retrouvée en décembre 1913 en Italie. On va se rendre compte que c'était un vitrier, justement, qui, parce qu'il faisait les vitres sur les tableaux et tout ça, qui avait été capable de juste enlever la vitre, prendre le tableau, le rouler, puis l'amener. Il l'a gardé 2 ans dans sa chambre, tu sais, pour te donner une idée, là. Accroché ou juste roulé en dessous de son lit? Roulé! Fait que c'est ce qui a fait en sorte qu'elle n'a pas été exposée, tu sais, à l'air, aux champignons, qu'elle a pas... Hey, écoute, ça aurait pu être terrible, là. Elle aurait tellement pu être endommagée, tu sais, à l'époque. Mais finalement, il la retrouve. Bon, c'est sûr que lui, il va aller en prison pour tout ça, mais au moins, elle retourne donc au Louvre en 1913. Et c'est là, je dirais, que le débat a été soulevé d'ailleurs, parce que lui était italien. C'est là que ça commence cette idée, mais ouais, mais pourquoi la Joconde s'en va en France, là? Pourquoi elle reste pas à Florence?
faudrait toujours répéter qu'on a toutes les archives, on le sait, elle a été achetée en toute légalité par François Ier. Donc ça, c'est le côté. Mais c'est long, 2 ans, là. 2 ans sans Joconde. Ouais. Ben, il y a plein d'œuvres d'art. Tu sais, je l'ai pas écouté encore, mais il y a une série, justement, sur Netflix, là, qui vient de sortir sur toute une saga autour d'un vol d'œuvres d'art. Mais je veux dire, il y en a plein d'œuvres, des fois, qui sont subtilisées. Tu sais, le cri d'Edouard Munch, des choses comme ça, tu sais, qui vont stresser énormément. Tu sais, des tableaux de Van Gogh qui ont été volés par le passé, retrouvés, parce que c'est pas vendable. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, en fait, ça s'en va directement en ligne, on sait c'est quoi le tableau. Je veux dire, quelqu'un qui voudrait acheter ça, il faut que ce soit quelqu'un qui a une collection privée, puis qui est riche en temps, puis qui, tu sais, qui le montre pas, puis c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir les œuvres, parce que sinon, oublie ça, là, je veux dire, il y a pas de... Les possibilités de revendre ça sont vraiment très, très minces, là. Mais c'était déjà arrivé à Montréal, hein. Je sais pas si tu t'en souviens, là. Au Musée des Beaux-Arts, il y a des œuvres qui ont été volées et qui n'ont jamais été retrouvées. Ils sont comme disparus dans des collections l'air, privées. Ça veut dire que c'est des gens un peu comme les vols d'antiquité et tout ça. Des fois, des Japonais, des Russes, des Américains, qui sont super riches puis qui ont des espèces de voûtes dans leurs grosses baraques ou leur domaine ou leur château que personne ne peut voir sauf eux. Puis là, il faut les imaginer en robe de chambre le soir, le genre jouir devant leur collection. Mais tu sais, c'est un peu ça. Hey, mais à quel point il faut vraiment être désaxé, là, et égocentrique, surtout, là, tu sais, pour avoir ça dans ta voûte chez toi. On s'entend que c'est pas la réalité du commun des mortels. Mais tu sais aussi, on parlait des faussaires un peu plus tôt, là, tu sais, quand ils ont douté de la réalité de la première esquisse de la Joconde. J'avais lu, et là évidemment tous les noms m'échappent, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, je vais dire danois, mais je suis vraiment pas certaine de l'origine peut-être qu'il vient des Pays-Bas, en tout cas, mais qui était un faussaire et qui faisait des fausses toiles, et les nazis en ont pris beaucoup pensant que c'était des vrais, et le faussaire en question a été accusé, tu sais, de recel et tout, mais comme après il a réussi à duper les nazis, ben là, whoop, il a reçu une médaille. Ça a été plus clément, ouais, c'est ça. En faisant, ben bravo, t'as réussi à protéger nos œuvres d'art, merci beaucoup. Parce que les nazis ont été très forts sur la collecte d'œuvres d'art, mais de façon, pas légale. Non, pas légale, ben non, tout sauf légal. Puis présentement, d'ailleurs, le Louvre, plein de grands musées essaient de retrouver les familles d'origine parce qu'ils ont certaines œuvres, ils le savent, tu sais, qu'ils ont obtenues, qui ont été volées par les nazis. Des fois, on retrouve pas les familles d'origine. Des fois, on les retrouve par contre, tu sais, c'est des longs débats. Mais tu sais, je veux dire, d'ailleurs, la Joconde, elle a été protégée pendant la Deuxième Guerre mondiale, avant que Hitler arrive au Louvre. On a vidé le Louvre, hein. Oh oui, parle-moi-en de ça, tu m'en avais parlé un peu avant qu'on enregistre, c'est tellement intéressant. Autant le directeur du Louvre avait été obligé de donner sa démission quand elle a été volée en 1911, le héros, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le directeur du Louvre, tu sais, c'est Jacques Jaujard, qui se dit, OK, là, ça y est, là, les nazis s'en viennent, on va payer le prix aussi de la Première Guerre mondiale et de plein de choses, et Hitler, ce qu'il veut, c'est piller nos musées, on vide le Louvre. Alors, en 1939, on est au mois d'août encore, là, ça y est, ils vont commencer cette espèce de long exode des grandes œuvres d'art du Louvre. La Joconde est mise dans une boîte avec 3 points rouges. 3 points rouges, ça voulait dire que c'était dans les œuvres des plus hautes valeurs. Et les collections sont dispersées par train dans plein de châteaux du sud de la France, dans les montagnes, un peu partout. Le but, c'est que ce soit pas tout au même endroit. Comme ça, si les nazis trouvent un château, ils les trouveront pas tous, puis ils prendront pas toutes les œuvres, tu sais, je veux dire, c'est toute une saga, là, je veux dire, c'est fou ce qu'ils ont fait ça quand même assez vite pour l'époque, puis ça partait par train, puis ça partait avec des conservateurs qui accompagnaient les œuvres par train, puis souvent qui vont rester pendant quelques années loin de chez eux, dans des châteaux, pour s'assurer de protéger ce qu'il y a de plus majeur dans le patrimoine, parce que le Louvre, c'est pas juste le patrimoine français, c'est le patrimoine de l'humanité, là, je veux dire, c'est comme le British Museum, on peut leur reprocher de comment ils ont acquis certaines œuvres, mais reste que tu veux pas les voir disparaître, ces œuvres-là, et surtout pas à l'époque. Fait que quand Hitler arrive, tu sais, avec l'occupation parisienne, puis qu'il rentre au Louvre, il n'y a plus rien. Tu sais, je veux dire, ils ont vraiment fait un méchant doigt d'honneur en faisant ça, et c'est comme ça que la Joconde a été protégée, tu sais, elle est restée dans une caisse cachée, dans un château, et elle va revenir seulement en 1949 au Louvre, et ça va être la victoire quand on rouvre le Louvre en 49 et qu'elle est là, tu sais, c'est comme une façon de dire, on a réussi, tu sais, on a sauvé tout ça malgré l'occupation. C'est sûr qu'il y avait quelque chose de spectaculaire, et ça lui redonne encore plus de popularité, je pense, le fait qu'elle a encore une fois, elle a voyagé, elle a été protégée, puis Hitler a pas mis la main dessus.
là-dessus. T'sais, il l'aurait pas détruite, mais je veux dire, essayer de récupérer ça après la guerre, comment ça aurait été compliqué si les Allemands avaient mis la main là-dessus. Ça aurait pu être un joyeux bordel. Mais je pense que ça lui a donné encore plus de notoriété, le fait que, bon, on l'a retrouvée après un vol, et là, elle est protégée, et elle revient comme ça dans toute sa gloire, alors qu'elle est restée cachée dans une caisse, dans un château, dans le sud de la France. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'occupation, tu sais, c'est ça. Elle a son histoire à elle au-delà de Vinci. C'est un peu ce qui rend ce tableau-là si unique, au-delà de tous les mythes qu'on va véhiculer, tu sais, il y a des messages cachés, on aime bien penser que Léonard fout des messages cachés partout. Au-delà de ça, la Joconde, elle est un témoin de plein d'époques. Tu sais, on résume un peu, il y a ça qui lui donne cette aura qui est très particulière. Elle est comme au cœur de plein de théories du complot, Ben oui. de plein de, justement, de légendes. De documentaires sur YouTube. Mais oui, c'est quoi, mettons, là, les plus gros mensonges sur la Joconde? Ou tu sais, les croyances les plus ancrées. Avant qu'on confirme en 2005 que c'était bel et bien Lisa Gérardini, puis qu'on avait les archives et tout ça, puis qu'on confirme l'authenticité aussi du dessin, du tableau préparatoire du Musée des Prados, tu l'as dit, il y en a qui pensaient que c'était Léonard qui s'était peint lui-même, c'était un autoportrait déguisé, parce que Léonard, oui, aimait les hommes, il était homosexuel. Quand on regarde la dernière scène, c'est là où en fait on dénature toujours Léonard, c'est que quand on voit un portrait un peu plus efféminé d'un homme, ben là on pense qu'il a remaquillé un personnage qui avait essayé de parler de quelque chose, parce que Léonard, dans sa révolution, entre autres dans les tableaux religieux, parce que c'est encore des commandes très importantes à son époque, c'est qu'il enlève les espèces d'alvéoles, tu sais, au-dessus de la tête qu'on mettait tout le temps au Moyen-Âge. Je dis, de la merde, on le sait que c'est un personnage saint, pourquoi j'irais foutre de quoi comme ça au-dessus? Je vais mettre l'emphase plus sur le personnage ou sur la scène elle-même. Et que c'est là que souvent qu'il est un peu révolutionnaire. Dans la dernière scène, qui a été au cœur de tant de spéculations dans le Da Vinci Code, la vraie révolution, en fait, c'est que lui, il a mis Judas à table, tu sais, il a mis tout le monde à table. À l'époque, on l'enlevait, lui, le chiffre 13 qui porte malheur, on l'enlevait, lui, parce que c'est le traître, mais il est là, puis il le peint. Mais là, on va insister sur le fait que Saint-Jean a l'air d'une femme, le truc de Marie-Madeleine qui te fait triper bien gros quand tu lis les romans, puis tu te sens intelligent, ce qui est le cas de toutes les théories du complot, vous faire sentir intelligent avec quelque chose qui ne tient pas la route. Non, c'est Saint-Jean, et c'est surtout que Léonard aimait les hommes un peu efféminés, donc il se fait plaisir sur certains tableaux. C'est comme Michel-Ange qui aimait les hommes hyper musclés. Les femmes de Michel-Ange en Chapelle Sixtine ont l'air de faire du culturisme, là, tu sais, je veux dire, parce que les modèles, c'est des hommes terriblement musclés d'ailleurs. On a tendance à chercher des choses qui ne sont pas là. Et c'est sûr que ce soit la Joconde ou peu importe les tableaux de Léonard, on se dit tout le temps, tu sais, en dessous, si on gratte, c'est sûr qu'il y a peint quelque chose d'autre, il y a un message et tout ça. C'est pour ça qu'elle a été passée, je sais pas comment de fois, au rayon X avec les nouvelles technologies, la Joconde. Et ce qu'on voit, c'est les couches qu'il fait pour donner le relief, les choses comme ça. Mais on n'a pas trouvé de symbole caché, on n'a pas trouvé de message écrit de Léonard à l'endos, des choses comme ça. C'est pas là. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui pense que toute la question du mystère du Saint Graal, tu sais, d'une supposée coupe du Christ, ou du moins de justement la lignée de Jésus-Christ, comme dans le Da Vinci Code, qui est quand même une des théories du complot très forte qui existait avant que Dan Brown s'intéresse à ça, là. C'est des gens qui vont justement toujours penser qu'on nous cache quelque chose et que Léonard faisait partie d'une société secrète héritée des Templiers, puis qui connaissait ces secrets-là sur la lignée. Mais pourquoi lui? Pourquoi lui plus qu'un autre? Pourquoi ça a tombé sur Léonard de Vinci plus qu'un autre peintre? Parce qu'il défiait les codes de la peinture, puis plutôt que de voir ça comme un être révolutionnaire dans le monde des arts, c'était facile de passer par toutes ces inventions et tout ça, d'en voir un être exceptionnel, tu sais, qui aurait pu faire partie d'une fraternité secrète. Bon, ma vraie question, Evelyne, est-ce que Léonard de Vinci était un reptilien? Écoute, s'il en était un, je ne le sais pas. C'est sur ta réponse. Pour pas faire de peine à trop de monde. Est-ce qu'on peut juste le voir comme un vrai génie? C'est ça un peu le défaut qu'on a avec l'histoire, c'est qu'on dirait que quand quelqu'un fait quelque chose d'exceptionnel, c'est louche. Puis il faut absolument que pour son époque, on reconnaisse pas que, tu sais, il ait acquis un savoir, tu sais, qui vient soit des extraterrestres ou d'ailleurs. Tu sais, on n'est pas capable de reconnaître que, oui, les Égyptiens étaient capables avec des petits outils rudimentaires en cuivre parce qu'ils prenaient leur temps puis qu'ils étaient méticuleux de faire des pyramides. Non, c'est pas des extraterrestres qui ont foutu ça là. Alors que pour Stonehenge, on le dit moins parce que c'est en Europe, on se dit, les ancêtres des Européens, eux autres, ouais, tu sais, c'est sûr qu'ils sont capables de faire ça, mais des Égyptiens, tu sais, en Afrique du Nord, eux autres, ils peuvent pas être aussi avancés que ça. Tu sais, on a ces espèces de biais où on est
incapable de reconnaître le génie humain à peu importe les époques, puis Léonard en souffre tout autant que les pyramides égyptiennes en ont souffert, si tu veux une de mes interprétations. Puis voilà, c'était la Joconde. Avec un emportement. Hey, j'aime tellement ça. J'aime ça quand tu t'emportes. Je me fâche, oui. Ouais. Voilà. Mais on a effleuré aussi, tu sais, justement, là, le Louvre pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'arrivée d'Hitler, le Louvre qui a été vidé. Puis, je me souviens d'un film qui est sorti, je me souviens plus en quelle année, avec George Clooney, si je me trompe pas. Monument Man. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que ça a vraiment existé? Hey, on a eu ces gens qui ont été mandatés, beaucoup de femmes d'ailleurs dans ces contingents-là, qui ont été mandatés pour protéger, mais retrouver aussi des œuvres là, qui commençaient à être volées par les nazis et essayer de s'assurer que ça sorte pas des pays ou essayer de récupérer des œuvres aussi avant que ça se rende en Allemagne. Il y a eu, en fait, il y a eu plusieurs réseaux un peu partout là, pour essayer de protéger le patrimoine de l'humanité, parce que là, on commençait à comprendre, tu sais, que Germania, là, cette espèce de trip d'Hitler, d'avoir une espèce de grosse capitale avec toutes les œuvres d'art du monde, puis le savoir de l'humanité à un même lieu, il était sérieux. C'était pas juste une lubie, il était vraiment en train d'essayer de le faire. Fait que là, les gens ont réagi, puis il y a eu toutes sortes d'organisations, en fait, qui ont été faites d'espions et tout ça, qui ont collaboré avec des spécialistes des arts, parce que ça prenait des spécialistes des œuvres d'art aussi pour reconnaître l'authenticité. Tu l'as dit, ça a été un enjeu de certaines œuvres. On avait beaucoup de femmes, en fait, spécialistes dans l'histoire de l'art, qui arrivaient d'un peu partout, entre autres des Pays-Bas et tout ça, qui se sont jointes là, à ces groupes-là qui étaient composés. C'était international hein, comme équipe, c'était pas juste américain ou quoi que ce soit, là. Puis il y en avait plusieurs. Donc, c'est sûr que le film Monument Man essaie de montrer un aspect de cette histoire-là, une version, mais alors qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont travaillé sur ces enjeux-là. Mais ça a sensibilisé George Clooney, il faut quand même le dire. George Clooney, en faisant ça, est devenu le porte-parole d'un débat assez étonnant, parce que ça n'a pas de lien avec le film, mais il a commencé à s'intéresser aux notions de patrimoine, et il est le grand défenseur, en fait, de la Grèce, et il fait partie de ceux qui demandent au British Museum de retourner les marbres du Parthénon à Athènes. Oui, il porte ce dossier-là depuis plusieurs années. Il s'exprime régulièrement sur le sujet, d'ailleurs. Il a décidé que ça, c'était un des dossiers qu'il portait, parce que ça l'a éveillé quand même. Ce genre d'enjeu où le patrimoine d'un pays devrait être retourné à son pays d'origine. Présentement, on voit des musées français, on voit des musées allemands retourner les fameux bronzes du Bénin au Nigeria, parce que ça a été toute une histoire. On retourne les masques maoris qui avaient été volés aux Maoris, les têtes des Maoris aussi. Il y a plein de choses comme ça que les musées ont prises sans réaliser à l'époque la nature sacrée de ces objets-là qui sont retournés là, de manière officielle au pays. Et là, on tombe dans aussi toute la question de la mentalité du colonialisme, on en reparlera. C'est quand même un renversement de la vapeur, et George Clooney, lui, il a décidé qu'il portait la question des marbres du Parthénon. Il considère que le British Museum ne devrait pas conserver ça et devrait enfin retourner ça au nouveau musée archéologique d'Athènes, qui est quand même un musée tout neuf et capable de protéger les œuvres maintenant. Mais quand tu vas au British, quand tu arrives dans la section des marbres du Parthénon, tu as une belle plaque qui dit que ils sont là parce qu'il y a bien plus de monde qui vont au British Museum. Ils disent pas qu'à Athènes, mais ils disent que c'est là qu'il y a le plus de monde, en fait, pour les voir. C'est leur justification, tu sais, quand tu vois la plaque. À chaque fois que je rentre là, je suis comme, non, celle-là. Je la prends en photo à chaque fois, je la mets sur mes stories, jadis, quand j'allais à Londres. Quelle étrange justification. Ça, on en reparlera, là, les collections de musées. Mais ça sonne comme une excuse entre sœurs, tu sais, on dirait que c'est le genre d'excuse que je pourrais donner à ma sœur. Non, mais moi, le mettre ton gilet, il y a bien plus de monde qui vont me voir avec que toi. Tu sais, eux autres, ils disent que c'est légal parce que Laure Elgin avait obtenu un firmament, là, un papier des Ottomans, comme quoi il avait le droit d'enlever ces marbres-là, puis tu sais, parce que le Parthénon était une ruine aussi quand il a pris les marbres et tout ça. Il y a beaucoup de monde qui doute de l'authenticité du dit document. Fait que tu sais, c'est toute une saga, mais George Clooney, lui, après Monument Man, s'est dit, moi, si j'ai apporté une cause, je vais porter celle-là. Les Grecs aiment beaucoup George Clooney. Comment ça fonctionne quand ils retrouvent une œuvre d'art? Ben, s'ils est authentifié puis qu'ils sont capables d'identifier la famille ou ses descendants, ben, généralement, les musées, quand c'est des œuvres qui ont été spoliées par les nazis, les musées vont d'emblée, quand ils sont capables de démontrer, oui, c'était l'œuvre, la famille a les papiers, même des fois des photos aussi de cette œuvre-là dans le salon. Tu sais, il y a plusieurs moyens aujourd'hui là, de pouvoir faire les corrélations. Fait que quand on a tout ce qu'il faut pour pouvoir démontrer que c'est la bonne famille, parce que il faut quand même pas se faire avoir non plus, ils vont se redonner les œuvres aux gens. Il y a un film, tu sais, c'est pas le plus grand film du monde, mais c'est avec Helen Mirren puis Ryan Reynolds, si je me trompe pas. Il y a une dame justement qui va se battre pour récupérer un Modigliani, mais c'est basé aussi sur une histoire vraie. Le film est assez lent, mais tu sais, je veux dire, ça montre en fait ces sagas-là pour récupérer certaines œuvres qui sont devenues aujourd'hui des chefs-d'œuvre que les musées ne veulent pas laisser aller parce que, ben, tu sais, ça attire beaucoup de touristes aussi. J'ai oublié le nom. Je pense que c'est la dame à quelque chose. Je suis désolée. Helen Mirren. Ouais, on ira voir sa filmographie. Je
trouve ça fou à chaque fois qu'il y a des histoires, justement, de gens qui, par exemple, ont acheté une vieille maison, défont le grenier, puis là, retrouvent des vieilles œuvres d'art. Je sais pas si t'avais entendu l'histoire d'une personne qui a acheté un œuf Fabergé dans un marché aux puces. Dans un marché aux puces. Oui, c'était fabuleux. C'était un monsieur aux États-Unis, au milieu de nulle part. Ah ouais, des fois, il y en a des choses comme ça. Comme il y a des gens qui vont acheter dans le même genre de brocante des petits dessins qui finalement étaient du Van Gogh. Tu sais, je veux dire, les premiers dessins, les premières esquisses de Vincent Van Gogh, même si elles n'étaient pas nécessairement exceptionnelles, tu sais, je veux dire, quand tu arrives à authentifier ça, c'est quand même hot. Il y avait eu un film, d'ailleurs, québécois, Vincent et moi, où une petite fille qui était bonne en dessin faisait des dessins qui ressemblaient un peu à Van Gogh. Puis il y a toute une saga, là, où son dessin, le monde pense que c'est un vrai Van Gogh, puis tout ça, puis elle veut juste récupérer son petit dessin. Puis à l'époque, elle rencontre Jeanne Calment, c'était la doyenne de l'humanité à l'époque, puis elle avait connu Van Gogh, c'était une Française. Ce film-là m'avait marqué, j'étais jeune quand j'avais vu ça, mais c'était très bien. Ça s'appelle Vincent et moi. Ça pique ma curiosité, là, j'allais voir ça. Si mon fils pouvait se mettre à dessiner des petits croquis qui passent pour du Van Gogh, je serais bien contente. Tu pourrais t'enrichir ou finir en prison. Ah, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter sur la Joconde, sur Léonard de Vinci, sur l'art en général? Ben, pour Léonard, nous, on l'a pas tout de suite, juste pour terminer, mais justement, tu sais, on a souvent essayé de cacher son homosexualité, pourtant il avait été arrêté pour sodomie dans un parc. Ça avait pas plu beaucoup à son père à l'époque. Mais à cette époque-là, c'était comment l'homosexualité? Tu sais, parce qu'il y a des époques où c'était accepté, d'autres fois où c'était pas du tout. À l'époque de Léonard en Italie, tu sais, je veux dire, fais ça entre portes closes, mais je veux dire, commence pas à t'amuser dans un parc public où tu peux être vu, ça passe pas. Et voilà, il a été arrêté pour ça aussi. Mais tu vois, là, il y a une nouvelle série qui est sortie sur Amazon Prime, mais au Royaume-Uni seulement. Tu vois, je croyais en fait pouvoir la voir, puis même la critiquer en ondes, puis elle est pas disponible encore au Canada. Je suis vraiment déçue. Ou c'est Aidan Turner, c'est celui qui était dans Paul Dark, s'il y en a qui ont écouté cette série britannique, qui va incarner Léonard. Ça s'appelle Leonardo, tout simplement, mais ils vont justement mettre un peu plus l'emphase, enfin, sur sa vie amoureuse et sa vie sexuelle. Mais c'est ça, j'ai pas pu la voir encore parce que, tristement, au départ, il l'avait pas dit que ça allait être juste au Royaume-Uni. Là, tout le monde l'a cherché, puis là, maintenant, ah ben non, elle est pas disponible au Canada, elle est pas disponible en Amérique, fait qu'on attend. Est-ce que c'est vrai que Léonard de Vinci volait des cadavres? Tu sais, pour disséquer, puis pour étudier le corps en fait, volait... Il était pas tout seul à essayer de pouvoir étudier le corps humain, tu sais, en allant souvent, voir les corps de gens qui avaient été pendus et tout ça. Des fois, c'est pas tant de les voler dans les cimetières que d'aller les prendre avant qu'ils les enterrent, parce que ces corps-là, de toute façon, étaient supposément damnés, parce que quand t'es condamné à mort, anyway, tu t'en vas pas au paradis. Mais en fait, Léonard, un peu à l'instar de Michel-Ange, c'est l'époque des premières universités humanistes où il commence à avoir des dissections publiques dans les cours de médecine, et Léonard va assister à ce genre de dissection aussi, là, ça va l'aider à comprendre les muscles, le fonctionnement et tout ça. Mais il était assez fou, là, tu sais, pour terminer, il y a déjà, on l'a pas, ce bouclier-là, mais Vasari, qui est un peintre qui a écrit surtout les grands peintres de la Renaissance, qui est un peu celui qui nous sert de base biographique pour beaucoup d'entre eux, avait dit qu'à un moment donné, on avait commandé un bouclier à Léonard de Vinci, puis on voulait qu'il soit le plus épeurant possible, puis il avait été chercher plein d'insectes, de serpents et tout ça, puis il laissait ça décomposer dans son atelier, ce qui apparemment sentait épouvantablement mauvais, et il s'est comme inspiré de ce que ça a l'air en décomposition pour faire le bouclier qui apparemment était vraiment terrifiant quand il avait terminé. Donc ça te montre pourquoi il est lent, ingénieux, mais il était lent. Ça sonne comme un petit TDA, tu sais. Ouais. Le petit. On lui en aurait déclaré un gros, moi. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter? Non, parce que sinon on va repartir pour une autre heure, donc on se gardera comment les musées acquièrent leurs pièces ou des choses comme ça pour un autre épisode. Parfait. Écoute, c'est noté. Donc, Evelyne, merci énormément, encore une fois, de nous avoir partagé Mon grand plaisir. Tout ton savoir. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. N'hésitez pas à venir vous abonner à notre balado ou nous laisser 5 étoiles pour qu'on se pète les bretelles. On aime bien ça. C'est bien le fun à voir, ça. Donc, on vous dit à très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabrielle font un podcast. Bye! Au revoir!